Donc, premièrement, bonjour à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire de ce soir. Donc, je m'appelle Charlène Pic et on sera en compagnie de Annie-Caroline Prundeil et Sylvie Bobillon. Voilà, qui se présentent. Donc, bienvenue à toutes les deux. Tout d'abord, voilà, pour remettre un peu le cadre de ce webinaire, nous l'organisons dans le cadre de l'association des alumni de l'IAE Lyon. Donc, juste en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette association, je vais vous partager une petite présentation. Hop. Je vais partager mon écran, une petite seconde. Bon. Mon écran ne veut plus se partager. Excusez-moi, petit souci technique. Est-ce que si je fais ça... Je recommence. Bon, bah, excusez-moi, je peux pas partager mon écran. Donc, petit souci technique. Donc, en quelques mots, pour présenter un peu les alumni de l'IAE Lyon, c'est un réseau de plus de 50 000 diplômés avec une trentaine d'événements par an, avec donc de diverses personnalités, de divers métiers qui viennent de tout horizon donc de l'IAE. L'association des alumni de l'IAE Lyon apporte des valeurs d'ouverture, de curiosité, de communauté, de fierté, d'engagement, de diversité, de dynamisme. Donc, cette association vous propose divers rendez-vous divers et variés. Donc, des after-work, des petits déjeuners, des ateliers, des formations et des webinaires comme ce soir. On a plusieurs clubs thématiques, dont le club QSE-RSE, le club auto, le club digital, le club entrepreneuriat, avec divers chapters. Donc, un chapter, c'est quoi? C'est un regroupement des alumni de l'IAE Lyon, mais dans diverses villes. Donc, on en a à Paris, à Prague, à Marrakech, à New York et à Lyon, évidemment. Quand on fait partie de la fédération de l'IAE Lyon Alumni, c'est un abonnement au magazine Connect qui vous est proposé et aussi un accès direct au coaching individualisé avec le service carrière de l'IAE Lyon, donc ce qui peut être intéressant pour vous. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'adhérer à l'association, on peut vous rendre directement sur le LinkedIn, donc IAE Lyon Alumni. Et si vous voulez plus d'informations, donc n'hésitez pas, on vous donnera tous les PowerPoint. Je suis vraiment désolée de pas pouvoir le projeter, mais on donnera les contacts pour l'IAE Lyon Alumni. Juste en quelques mots, donc ce soir, c'est un événement organisé par le club QSE-RSE. Donc un club qui a pour objectif de stimuler le partage d'expériences, de donner lieu à des réflexions pertinentes sur ces thématiques-là en particulier. On vous propose donc des rendez-vous réguliers alternant les sujets et mobilisant des regards d'experts, comme ce soir avec Annie-Caroline et Sylvie. On a 2 expertes dans leur domaine. Et on vous propose aussi des after-work et d'autres rendez-vous. Donc, pour l'instant, avec les mesures sanitaires actuelles, on propose plus des webinaires. Et pour vous présenter, donc, Annie-Caroline Prunevieille, consultante formatrice en IPRP. Donc, je laisserai peut-être Annie-Caroline et Sylvie définir ce que c'est l'IPRP et associée de l'entreprise Sepia Prévention. Et Sylvie Bobillon, donc consultante et formatrice également en IPRP, dirigeante de Sepia Formation. Donc voilà, je vous laisse la main. Merci à vous d'être présente. Et bon webinaire à tous. Eh bien, bonjour. Donc, j'espère que vous voyez mon partage d'écran. N'hésitez pas. Est-ce que c'est OK pour toi, Charline? Alors, moi, je le vois très bien. Bon, eh bien, c'est parfait.
Donc, on intervient effectivement avec Annie-Caroline plus largement sur tout ce qui est prévention des risques professionnels, qualité de vie au travail, audit flash RPS, et donc avec une spécificité sur la prévention du risque addictif au travail. Donc, on n'est pas dans le soin, on est vraiment dans la prévention au travail. Alors, on a fait un petit sommaire, mais c'est quelque chose qui peut bouger en fonction des questions que vous pouvez poser sur le chat au fil de l'eau. Et on souhaite, même si on ne peut pas se parler très en direct, mais que ce soit quelque chose de très interactif ce soir et que vraiment ça vous apporte quelque chose dans votre pratique professionnelle. Donc, on a prévu de parler de la pratique addictive et de l'addiction. Quelles sont les différences entre ces deux termes? Les obligations de l'employeur en la matière. On parlera addiction produit, mais aussi addiction comportementale. On parlera de comment on peut ancrer une culture de la prévention, notamment sur ces sujets. Et puis, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez témoigner aussi de vos expériences et on regardera ensemble comment on peut co-construire des actions. Donc, n'hésitez pas à chatter vos questions. Charlène va pouvoir nous remonter toutes ces questions de façon très directe et immédiate. Alors, dans un premier temps, on est sur pourquoi on parle de pratique addictive et d'addiction en milieu professionnel. Alors, en général, on nous appelle soit en mode pompier parce qu'il y a eu un problème, soit pour faire de la prévention parce qu'il y a eu quelques dysfonctionnements liés à la pratique addictive ou à l'addiction. Bon, il faut savoir, je pense que ce texte de loi du Code du travail, vous le connaissez par cœur, hein, où l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, santé physique et mentale. Voilà, donc ça, c'est vraiment le fondement, hein. Alors, on part d'assez loin au niveau culturel en France, puisque, comme vous pouvez le voir, une ancienne publicité où on faisait servir l'absinthe par on va dire des grands bébés, mais enfin des enfants. Il faut savoir que jusque dans les années 50, alors j'ai plus la date exacte, mais il y avait dans les cantines du vin, alors que l'on coupait avec de l'eau, mais on servait du vin aux enfants. Il faut savoir que la présence de toutes les substances, c'est même présent dans les dessins animés, hein. Je pense que vous reconnaissez Alice au pays des merveilles avec la chenille qui fume la chicha. Donc ça, c'est des illustrations juste pour dire qu'effectivement, on est vraiment dans une pratique très courante en France et partout dans le monde, hein. Alors, on a un premier petit sondage que je viens de vous partager sur le côté sondage. Alors, quel pourcentage les conduites addictives représentent-elles dans les accidents du travail? On va vous laisser répondre à cette question. Est-ce que tout le monde trouve la case sondage? Apparemment, oui. Il y a quelqu'un qui commence à répondre. 2 votes. Donc, c'est sur votre droite. Il y a chat, questions, sondage. Et on mettra tous les sondages de ce soir dans cette rubrique-là. Donc, à vos votes. Ah. 2 avis partagés. Alors, du coup, qu'est-ce qui ressort du sondage? Alors, à 60% des réponses entre 5 et... Ah, j'ai 50-50 entre 5 et 10% et 15 et 20%. 50% ont répondu 5 et 10 et 50% 15 et 20. Très bien. Alors, pardon. Donc,
le résultat, c'est entre 15 et 20% des accidents du travail. Hein. Grosso modo, ça nous donne ça. Donc, vous avez gagné finalement pour 57% des personnes. Alors, on va vous parler un petit peu pour l'addiction, on est obligé de rentrer un peu sans développer sur la santé, mais on va vous parler de quelques fondamentaux quand même à connaître. Hein. Donc, le fait de tomber dans l'addiction, parce que c'est vraiment tomber dans une problématique qui est quand même compliquée. C'est multifactoriel. Alors déjà, au niveau de l'arbre en haut, on peut être addict à peu près à tout. Hein. Donc on connaît évidemment au tabac, aux différentes drogues, à la cocaïne, à plein de produits, mais ça peut être aussi les jeux d'argent, ça peut être le sucre ou un aliment particulier, ça peut être le sexe, on peut être addict au travail. Donc on a vraiment addiction produit ou addiction comportementale. Il nous manque une branche dont on parlera tout à l'heure, qui est l'addiction digitale. Voilà. Donc, pourquoi on devient addict? Eh ben, on n'est pas tout à fait égaux déjà au niveau de la génétique, qui peut être un facteur comme un autre. Hein. C'est pas que ça, mais ça peut être aussi le stress, le désespoir, les agressions sexuelles, les troubles psychologiques. Il y a plein de choses qui peuvent. Ce qu'il faut voir vraiment, la personne addict, c'est une personne malade. Hein, et l'addiction à quelque chose, c'est souvent une béquille pour régler un problème. Et c'est évidemment pas la solution, mais on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'utile à un moment donné. Hein. Donc ça, c'est l'arbre addict-arbre qu'a fait Laurent Calrilla, qui est un addictologue, un médecin, psychiatre addictologue. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut être addict à tout et que l'addiction est une maladie. Alors, l'addiction, ça se définit par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement entraînant la poursuite de ce comportement en dépit des conséquences négatives. C'est-à-dire qu'une personne qui est addicte, c'est une personne qui sait normalement qu'elle devrait se passer de ce comportement ou de ce produit, mais elle n'arrive plus à s'en passer. Et elle sait que ce n'est pas bon pour elle. Il faut faire vraiment un distinguo avec la pratique addictive. Alors, qu'est-ce qu'est la pratique addictive? La pratique addictive, c'est... alors, je pense qu'on doit être à peu près tous en pratique addictive, hein. C'est utiliser, par exemple, boire un verre de vin avec des copains, mais c'est pas tous les jours, mais c'est pas forcément en grande quantité. Et là, on est en pratique addictive. Alors, je vous donne un exemple d'une drogue que l'on peut considérer comme drogue, qui est le vin, même si en France, le vin n'est pas de l'alcool, hein, comme tout le monde le sait. Hein. En général, vous dites aux personnes, est-ce que vous buvez de l'alcool? Les gens vous disent, ah non, non, pas du tout, moi je bois que du vin ou de la bière. Donc le vin et la bière, pour des Français, c'est pas de l'alcool. Alors que ça en est quand même. Mais voilà, on peut être en pratique addictive et que ça pose pas forcément de problème. Mais on pourrait aussi, même si le cannabis est interdit, on pourrait dire, on fume un joint de temps en temps. Et si on prend pas sa voiture, et si on reste chez soi et qu'on ne se fait pas arrêter, c'est pas voilà, il n'y a pas forcément des conséquences là-dessus. Sauf que la pratique addictive, il n'y a pas que l'addiction qui pose problème en entreprise, parce que la pratique addictive peut aussi poser problème à un moment donné. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un très gros arrosage un dimanche soir, qui est posté à 6 heures du matin le lendemain et qui arrive donc alcoolisé, ça pose problème dans l'entreprise. La difficulté, c'est l'interférence avec le travail. Hein, c'est vraiment ça. La pratique addictive ou l'addiction, c'est comment ça interfère avec le travail. Alors, pourquoi on en parle en entreprise? Eh bien, c'est juste pour cette raison, parce que ça interfère avec le travail. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions là-dessus? Alors, nous développerons un petit peu plus loin les conséquences au niveau du travail. On a une première question.
Donc, de Nicolas, comment ce chiffre de 15 à 20% d'implication des conduites addictives dans la survenue des AT est-il calculé? Alors, c'est une statistique qui est maintenant assez ancienne parce que finalement, sur les addictions, il y a très peu d'informations et de statistiques. On vous donnera en fin de webinaire un site c'est l'Observation française des drogues et des toxicomanies qui vous donne des chiffres là annuels sur ces problématiques. Maintenant, sur l'impact sur les accidents du travail, c'est une étude qui est assez ancienne maintenant, mais qui a été faite à un moment donné. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Très bien, j'espère que ça a répondu à la question. Alors, là, vous avez un petit schéma maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on consomme des produits, mais même quand on a un comportement, hein. Donc, on a dans le cerveau un circuit de la récompense qui, lorsqu'il est stimulé et trop stimulé, fait une sorte on appelle ça un crash, qui va demander systématiquement une restimulation pour un effet agréable, parce que on aime le produit, ou pour un effet de soulagement, parce qu'on souffre de quelque chose et que du coup, le produit nous fait du bien. Hein, enfin, nous fait du bien. En tout cas, on a l'impression que ça nous fait du bien. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est... ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. La première rencontre, moi Oui. je voulais rajouter que la première rencontre, souvent, c'est pour l'effet agréable. On fume son premier joint dans une soirée, soit pour faire comme les autres, soit pour découvrir un petit peu, pour voir un peu quel effet ça a. Et la deuxième qui est développée ici, c'est ce que disait tout à l'heure Sylvie, qui est la béquille. Hein, voilà, l'effet soulageant d'une douleur, d'une angoisse, d'une peur, et c'est le soulagement qui va faire cette rencontre. Donc la rencontre avec le produit de base, c'est soit comme béquille, soit une rencontre qui est plutôt sur le plaisir et l'affect. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, le gros problème de l'addiction et de la pratique addictive, c'est que on est obligé, si on consomme, d'augmenter les doses, parce qu'à un moment, ça ne suffit plus, et de rapprocher la prise de produits. Donc, c'est un des gros problèmes, parce que on aurait, comme on le fait, hein, prendre 2 verres de vin par semaine, et puis voilà. Mais si on est addict, ça veut dire qu'on est obligé de systématiquement plus consommer. On n'arrive plus à réguler cela, et on est obligé de rapprocher la prise de produits. Donc ça, c'est une vraie problématique. Est-ce que c'est clair pour vous entre addiction et pratique addictive? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Parce que c'est un élément qui est vraiment très important. OK. Donc, on va continuer. Alors, ce qu'il faut savoir sur le fait de se soigner quand on est addict, donc là, l'addiction est une maladie, hein. Alors, c'est important que l'entreprise et les organisations soient conscientes de cela. C'est qu'il y a tout un processus pour arriver à la guérison. C'est-à-dire que vous avez des personnes, et ça peut vous donner des indications en fonction des personnes que vous avez en face. Il ne s'agit pas de faire un diagnostic en entreprise, on n'est pas médecin, donc les seules personnes qui peuvent diagnostiquer une personne qui est addict, c'est des médecins, hein. Alors ça peut être des médecins du travail, mais en tout cas c'est des médecins. Mais ça vous donne quand même le cheminement qui est en fait le schéma de Prochaska sur les aspects de changement. Et sortir d'une addiction, c'est un changement. Donc on a la première phase qui est l'inaction et le déni, c'est-à-dire que la personne va vous dire non mais moi je vais très bien, je ne suis pas du tout addict, je gère. En général, on dit je gère, ne vous inquiétez pas, je gère.
Il y a la prise de conscience qui est la deuxième étape. Oui, c'est vrai que de temps en temps, j'arrose un peu trop. Donc, oui, c'est vrai, mais bon, je continue à gérer. Il y a la troisième étape qui est la décision. J'ai décidé de me faire soigner et de faire quelque chose. Et entre la décision et la mise en action, la phase 4, ça peut être très long. Ça peut être court aussi, mais ça peut être très long. Il y a quelques mois de cela, j'ai eu une DRH en ligne qui me dit, oui, alors elle avait une personne dans l'équipe qui avait un problème, c'était de l'alcool, et elle lui a dit, ben voilà, il y a des centres, on vous le montrera après, des centres de soins, à peu près dans tous les hôpitaux et les cliniques, il y a des services d'addictologie. Et la personne lui dit, oui, oui, ben je vais aller consulter parce que je sens que j'ai un problème, j'ai besoin. Et la DRH me dit, oui, mais bon, ça fait 15 jours que je lui ai donné le document, l'adresse, et la personne n'y est pas allée. Ben oui, mais ça peut être très très long, hein, entre la décision et le passage à l'action. Alors, on le voit, et c'est hors addicto, hein, on le voit pour plein d'autres choses. Lorsqu'on a décidé, et puis le fait de se mettre en œuvre, ça peut être très long. Et puis, on a une phase de réussite, euh, voilà, avec tout le sentiment de culpabilité, de tous les gens que j'ai fait souffrir à cause de mon addiction, les gens que j'ai pu voler à un moment donné parce que j'avais besoin d'argent, etc., etc. Et puis après, on a une phase 6 qui peut être le maintien ou la rechute. Ce qu'il faut savoir quand même, alors il y a des gens qui arrivent très bien à se sortir très rapidement de l'addiction, mais on peut constater quand même que la rechute fait pratiquement partie de la maladie. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'une personne rechute une fois, deux fois, qu'elle ne se sortira jamais de son addiction. Donc ça, c'est très important parce que c'est une des problématiques dans l'entreprise. C'est que l'entreprise, elle doit tourner, elle doit produire, elle doit sécuriser tout le monde, déjà la personne et l'entourage, et que c'est assez compliqué par rapport à ça. Alors, est-ce que vous savez quelle est la drogue qui tue le plus en France? Le sondage est ouvert. Le sondage est ouvert. Alors, c'est qui tue en France et dans le monde, hein, c'est le même produit. Il y a le tabac qui est en train de remporter une large victoire. Ouais, 100% tabac. 100% tabac. Certains ont révisé avant de participer. Donc là, on a les statistiques en France, hein, effectivement, c'est le tabac qui fait 75 000 morts par an. L'alcool, 41 000 morts. Après, on vous a mis le cannabis qui est très important. Il faut savoir que les Français sont les premiers consommateurs d'Europe de cannabis, alors que c'est une drogue qui est interdite en France. Il y a d'autres pays voisins alors on ne va pas lancer le débat pour ou contre le cannabis, la légalisation, la dépénalisation. Il y a eu pas mal de débats. Bon, depuis le Covid, ça s'est bien calmé, on n'en a pas reparlé. Mais en entreprise, on retrouve ce qu'on retrouve le plus. Alors, on retrouve le tabac parce qu'on a l'impression qu'avec la loi, le tabac a été mis en dehors de l'entreprise. Les gens ne fument plus dans l'entreprise, mais ça pose d'autres problèmes. Le temps de pause, L'équité. pour les fumeurs, les non-fumeurs, l'équité entre les personnes, effectivement. L'alcool reste aussi assez présent. On trouve, je pense, du cannabis pratiquement partout. C'est complètement banalisé, c'est-à-dire les gens fument des joints comme ils fument une cigarette. Et puis, il y a un produit qui est en train de monter de façon assez significative, c'est la cocaïne, pour différentes raisons, parce que elle est plus très chère. Elle est plus très chère. Avant, il y a quelques années, on trouvait vraiment la cocaïne dans les milieux festifs,
dans des secteurs bien particuliers, et là, ça inonde un peu le marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la cocaïne et l'alcool font plutôt bon ménage parce que la cocaïne va enlever les mauvais effets de l'alcool. Donc, c'est une vraie problématique. Vous pouvez avoir des gens qui consomment de la cocaïne à côté de vous et vous ne savez même pas, ou vous les trouvez même très péchus et très, très productifs. Des commentaires là-dessus? Des questions? Pas de questions. Pas de questions. Alors, effectivement, pour les personnes qui sont addictes ou même qui sont en surconsommation, hein, je vous dis, les personnes addictes, c'est des personnes malades. Hein. Donc, bon, on est sur une maladie. Donc, la première chose pour une entreprise qui ne peut pas poser un diagnostic, hein, je le répète, hein, mais qui a un doute, qui s'aperçoit de signes qui sont pas, qui peuvent faire penser à de l'addiction ou alors une pratique addictive qui est excessive, c'est tout ce qui peut être altéré au niveau de l'attention, des retards, des maladresses. Je sais qu'un chef d'entreprise me disait, il était dans le transport et il me disait, pour moi, le signe, c'est quand les personnes, je regarde les véhicules et que les rétroviseurs sont cassés. Pour moi, c'est un signe parfois. Alors, tous les gens qui cassent des rétroviseurs ne sont pas alcoolisés, hein, je ne veux pas dire ça. Mais voilà, chacun repère des petits signaux comme ça. Des changements d'humeur, ça c'est vraiment important, le changement d'humeur. Quelqu'un qui était plutôt enjoué, etc., et puis qui devient beaucoup moins investi, qui se met en retrait. Enfin voilà, ça c'est des signes, les changements d'humeur qui sont très, très forts au niveau de l'addiction. Donc il y a tout un réseau d'aide et de soutien, hein. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être affichées dans l'entreprise, hein, c'est-à-dire on va voir également des numéros verts. Mais une des premières choses, c'est quand même de prévenir le médecin du travail, parce que c'est le médecin du travail qui peut agir sur ces sujets-là. Alors après, des fois, il y a des centres de soins. On a par exemple une société industrielle où il y a un médecin du travail au sein du site, parce que c'est un gros site. Ils ont décidé pour sensibiliser, par exemple, de faire des tests à l'aveugle. Donc complètement anonyme, mais pour voir dans l'entreprise comment on pouvait gérer ça avec des statistiques évidemment collectives. Donc il n'y a pas on stigmatise pas, mais c'est des choses qui peuvent marcher. On peut également, nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de former avec soin les services RH, les services QSE, HSE, RSE, les CSE, parce que c'est vraiment des personnes qui sont en première ligne là-dessus, hein. Vraiment en première ligne. On a une petite question. Ouais, sur Dan qui dit quel genre de test est pratiqué? Alors, en général, c'est des tests salivaires. Il faut savoir que les tests, jusqu'à peu de temps, ça on le verra dans la loi, ça devait être un médecin qui pratique le test. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, mais c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'un manager peut faire un test s'il est habilité à le faire au sein de l'entreprise. Il faut que ce soit dans le règlement intérieur. Et la personne qui est testée doit être d'accord avec ça et peut-être peut demander une contre-expertise que la société paiera. Voilà, donc on reste quand même, on considère que le test, vraiment de le faire sous une forme d'expérience, ça peut être intéressant et anonyme. Mais franchement, c'est pas super efficace parce que de toute façon, les chefs d'entreprise, les managers, les RH ne peuvent pas tester tout le monde tous les jours. Et la prévention et la sensibilisation est bien plus intéressante que le test en lui-même. Voilà, c'est notre point de vue en tout cas, hein.
Mais voilà, parce qu'il faudrait tester tous les jours et tout le monde. Donc, c'est pas faisable, hein. Donc ça, c'est des services d'aide, effectivement. Donc, je vous ai dit pour les entreprises, un des premiers, c'est le médecin du travail. C'est les services de santé. Et puis après, il y a tous les réseaux sociaux, les associations. Bon, voilà. Alors, on a mis la famille, les collègues. C'est pas forcément les gens les plus... enfin, c'est pas forcément le plus facile pour eux, hein. Et puis, on vous a mis, ça, c'est vraiment des informations qui sont intéressantes. Drogue à faux service, alors vous ne voyez peut-être pas très bien, mais c'est un service qui est ouvert de 8 heures à 2 heures du matin, qui est gratuit, qui est anonyme. Et c'est un service pas seulement pour les gens addicts, ça peut être pour l'employeur, pour les familles, pour avoir des renseignements, comment se positionner par rapport à la personne qui a des problèmes. Donc ça, c'est vraiment des services qui peuvent être affichés dans l'entreprise parce que c'est vraiment utile, quoi. C'est du concret. C'est du concret. Si vous avez de l'affichage, moi, je vous invite vraiment à afficher ces numéros de téléphone. C'est des services où on est extrêmement bien reçu. En plus, on n'est pas reçu par une seule personne parce qu'ils travaillent en équipe dans ces services-là. Donc souvent, les réponses sont très ajustées, sont vraiment intéressantes. Donc vous avez drogue à faux service, alcool à faux service, il y en a sûrement d'autres, hein, on ne vous a pas tout mis avec Annie. Et on vous a mis joueur à faux service. Alors, joueur, pourquoi? Parce que le jeu, c'est l'une des premières addictions comportementales que l'on trouve en entreprise. Et c'est celle qui implique le plus de monde. Alors, pourquoi, à votre avis? Charlène, il y a toi qui peux parler. Pourquoi le jeu implique en termes d'addiction comportementale? C'est une très bonne question. Peut-être que c'est banalisé, le jeu. Alors, c'est banalisé, mais c'est surtout que ça engage énormément de monde parce qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, une fois qu'on a passé sa paye, il faut trouver encore de l'argent. Donc, on peut trouver dans la famille, on peut trouver chez des amis, on peut trouver chez des collègues, on peut avoir des saisies sur salaire. Donc, il y a vraiment cette sphère-là où c'est très compliqué. Et puis, on avait été appelé, Caroline, je vais te laisser la parole, où on avait un exemple sur... ouais, mais c'est après. Vas-y, oui, dans une entreprise industrielle avec un maniement d'éléments, voilà, de chariots, et puis alors les chariots dans l'établissement avec un plan de circulation, mais aussi du levage de matières assez lourdes. Et là, la DRH était confrontée à des joueurs de PMU. Donc, joueurs de PMU qui attendaient avec impatience les résultats du PMU et qui consultaient évidemment les jeux sur Internet. Donc, au détriment de la sécurité, puisqu'ils étaient le regard rivé sur le téléphone portable, en train de manipuler des engins lourds au-dessus de l'entreprise ou sur des chantiers, donc avec des grues, ou alors dans l'entreprise, aux endroits où passaient les élévateurs, les chariots, donc avec un problème d'attention, avec un problème de sécurité pour eux et bien évidemment pour les personnes qui étaient autour. Donc c'est un problème assez important qu'on rencontre assez souvent. Le jeu, ça peut être aussi regarder les résultats du tiercé au volant, parce que quand ça arrive, ça s'impose à la personne de regarder, et on le verra dans quelques instants. Ça peut être aussi l'utilisation du téléphone portable au volant pour regarder ce qu'il en est. Ça peut être aussi passer la nuit sur Internet pour différents jeux d'argent ou des jeux pour le plaisir, avec tout ce que ça engendre sur le manque de sommeil, le risque que l'on fait prendre si on conduit ensuite des engins, si on manipule des charges lourdes. Donc tout un système de mise en responsabilité
pour la sécurité du salarié, pour la sécurité de ses collègues et in fine, il ne faut pas l'oublier, la responsabilité pénale de l'entrepreneur dans le souci de santé et de sécurité de ses salariés au regard du premier article de loi que Sylvie a commenté en tout début de présentation. Et il faut aussi penser qu'on est dans une judiciarisation de l'entreprise de plus en plus importante et que dès qu'il y a accident aujourd'hui, les ayants droit, les familles vont essayer de trouver des coupables. Alors, on trouve aussi, au-delà des accidents, c'est des clans qui peuvent se former. Alors, sur l'exemple que donnait Annie-Caroline, là, dans l'industrie, c'était des gens qui jouaient et qui, du coup, il y avait le groupe qui jouait, le groupe qui ne jouait pas. Et ça crée des sortes de clivages entre les personnes qui avaient aussi un impact sur le travail. On avait été interrogé aussi par une entreprise, là, plus de services, où il y avait des gens qui s'étaient organisés pour courir ensemble, mais de façon plusieurs fois par semaine, assez intensive, une forme d'addiction au sport. Et ça posait problème parce que du coup, ils laissaient de côté d'autres personnes qui ne couraient pas avec eux. Enfin, voilà, ça peut créer des clivages. On a une petite question Oui. qui arrive. Donc, Nicolas, l'employeur peut-il faire pratiquer des tests systématiques par le médecin du travail lors des visites médicales, entre parenthèses, notamment pour un suivi individuel renforcé dû à un travail dangereux? Et qu'en est-il du secret médical si le salarié se trouve en inaptitude, entre parenthèses cas absolu, vis-à-vis de son poste? Alors, de toute façon, ce n'est pas l'employeur qui peut imposer au médecin du travail de faire des tests. C'est-à-dire que l'employeur, nous, ce que l'on voit, hein, on conseille vivement d'ailleurs à l'employeur d'appeler le médecin du travail en disant, voilà, vous allez avoir une visite de quelqu'un. Moi, j'ai remarqué des comportements qui me font penser, par exemple, à l'alcool. Je ne suis pas médecin, je peux bien sûr je ne peux pas poser de diagnostic, mais j'aimerais que vous puissiez investiguer ça avec la personne. L'employeur ne peut pas imposer au médecin. Hein, le médecin reste son propre chef, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Je la relis. Il y a une partie de la réponse dans ce qui suit hein, sur les tests, les tests en entreprise avec le règlement intérieur. Alors, le secret médical, il reste. Il reste parce que de toute façon, le médecin n'est pas tenu de donner le motif médical, l'inaptitude pouvant porter sur un tas d'autres cas. Donc, le secret médical, lui, il peut être préservé par le médecin, même en cas d'inaptitude. Mais le motif de l'inaptitude n'a pas à figurer dans le cas de l'inaptitude vis-à-vis de l'entreprise. Ça reste très compliqué, hein, de toute façon, parce que ça dépend du médecin du travail que vous avez en face, des relations que vous avez avec lui. Nous, on conseille systématiquement de vraiment inviter le médecin du travail s'il y a une formation sur la pratique addictive, d'essayer de l'inclure pour que lui puisse se faire une idée de la difficulté. Hein. Mais en aucun cas on peut lui imposer la façon dont il va faire son diagnostic. Hein. D'autant plus que quand vous discutez un peu avec des médecins du travail, alors pas tous, hein, je vous donne des exemples avec les personnes avec qui on a pu échanger, et ils vous disent de toute façon on ne veut pas mettre d'inaptitude pour cela parce que c'est encore pire pour la personne si elle ne travaille pas, elle va s'enfoncer encore plus. En revanche, il y a quand même, si le dialogue est bien établi avec l'entreprise, des possibilités peut-être d'une personne qui était sur un poste dangereux, qu'il fasse peut-être pendant ses soins un autre travail, pas dangereux, enfin voilà. Mais ça reste compliqué. Hein, il y a la notion aussi de déni et de soutien de l'équipe. C'est-à-dire que très longtemps, la personne va rester dans le déni, mais l'équipe va le soutenir. C'est-à-dire qu'elle ne va pas le dénoncer, donc ça va retarder aussi le moment où on va
dans l'entreprise prendre conscience de l'addiction de la personne, et ce sont des sujets tabous la plupart du temps. Ouais, on reste sur des sujets très tabous. L'équipe va être solidaire dans le sens où elle va rentrer dans cette pensée qui est si on le dénonce, il va perdre son poste, s'il perd son poste, il va boire encore plus, etc. Donc c'est très complexe cette situation de tabou, notamment autour des addictions de type alcool, très souvent alcool d'ailleurs. Oui. C'est compliqué pour l'employeur. Hein. Ici la personne, il y a une autre remarque. Ouais. D'autres questions, ouais. Et si la personne suspectée conduit ou utilise des machines dangereuses, comment agit-on dans l'urgence et dans le long terme? Dans l'urgence. Alors, dans l'urgence. Il ne faut surtout pas la reconduire chez elle. Dans l'urgence, on ne va pas. On ne va pas parler de sa consommation, prenons l'alcool, hein, mais bon, en exemple, mais ça peut être n'importe quoi. On va parler avec elle de son impossibilité de prendre son poste par rapport à son comportement. Par exemple, la personne arrive, elle titube, elle sent l'alcool, elle est maladroite, voilà. Donc là, on va noter des faits par rapport à ça et on va lui demander, par exemple, de ne pas prendre son véhicule. Par rapport au danger qu'elle représente pour elle et pour l'entourage. Voilà. Ou le client, si c'est quelqu'un qui est chez le client. Mais comme on vous le disait, on ne peut pas faire un diagnostic, nous, hein, à part un médecin. Donc, on va dire que la pratique, c'est de dire cette personne ne peut pas utiliser cette machine dangereuse ou ne peut pas prendre le volant. Alors, je vous dis ça en imaginant que la personne, ça se voit, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être cannabisés, alcoolisés, cocaïnés, et ça se voit pas. Enfin, vous voyez. Mais si ça se voit, on peut dire non, mais là, c'est pas possible de prendre ton poste. Tu n'es pas en état physique de le faire, et donc on met de côté. On fait un entretien derrière de recadrage. Soit c'est un excès. Voilà, on avait eu ce cas-là dans une société de transport où le chef d'entreprise, un lundi matin, avait testé tout le monde. Un de ses chauffeurs était encore alcoolisé. Il était vraiment très, très étonné. C'est une personne qui était là depuis longtemps, qui vraiment tenait très, très bien son poste. Simplement, bon, il avait fait une grosse fête parce que il avait eu un enfant. Donc, voilà, il avait fait une grosse fête pour arroser son fils. Et voilà, donc là, c'était ponctuel, c'était pas quelqu'un de malade, mais c'était... donc bon, la personne n'a pas pris le volant, et puis voilà, quoi. Attention à la tentation que l'on retrouve très souvent en entreprise, qui est de raccompagner la personne chez elle. Qu'est-ce que vous feriez, on va poser la question, si vous aviez en tant que manager quelqu'un qui est fortement sous alcool, alcoolisé, et qui se présente dans l'entreprise le lundi matin, mais vraiment en état, une personne qui n'est pas en état de prendre son poste. La plupart du temps, la plupart du temps, nous on le voit souvent en entreprise, les personnes vont avoir comme premier réflexe de dire on le ramène chez lui, ou on le fait ramener par un collègue. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est surtout l'idée à ne pas avoir. Pourquoi ? Je sais pas si vous voulez répondre dans le chat. Dans le chat, pourquoi c'est surtout à éviter de ramener la personne, de raccompagner la personne chez elle avec notre voiture. Et c'est pourtant quelque chose ou même qui avec la sienne. Hein. Ou avec la sienne. Humainement, ça se comprend. Première réponse, il faut en discuter avec la personne, d'abord. Un autre avis ? Personnellement, peut-être que ça pourrait... c'est un peu comme publiquement être rabaissé, d'être ramené chez soi parce qu'on est en état d'ivresse, peut-être, face aux autres dans l'entreprise. Oui. Alors, on a des pistes là, la responsabilité de l'entreprise. Oui, responsabilité de l'entreprise. Alors, déjà, nous, on déconseille fortement de ramener la personne parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la voiture. Hein. La personne peut s'énerver, voilà. Vous ne savez pas si elle va être seule chez elle et quel risque il peut y avoir à se retrouver seule chez soi avec toute la culpabilité qu'il peut y avoir. Enfin bon,
plein de choses comme ça, donc ça peut être dangereux. D'ailleurs, vous voyez bien que la police qui ramasse quelqu'un de extrêmement alcoolisé sur la voie publique, il ramène jamais au domicile. La personne va aller en cellule de dégrisement avant d'être amenée à son domicile. Donc, voilà. Après, il y a la responsabilité de l'entreprise par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est pas très prudent de le faire. Normalement, on doit mettre la personne en sécurité dans l'entreprise, ce qui est des fois pas facile, hein, dans une petite boîte. S'il faut qu'on l'isole et que quelqu'un reste avec lui pour voir s'il fait pas un malaise ou quelque chose, c'est quand même très compliqué, hein. Mais c'est en tout cas plutôt ce qu'il faut faire. Une autre personne dit, c'est Ismaël, dit, il me semble qu'il faut discuter avec la personne. C'est difficile dans l'état dans lequel se trouve la personne. D'abord parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le manager n'a pas vocation à être thérapeute et qu'effectivement, il n'a probablement pas les pistes pour, si l'idée est de raisonner la personne, ça risque d'être compliqué. Il faudrait prendre un avis médical avant tout transport et éventuellement passer par un VSL. Oui. On n'est pas très loin de la solution la plus logique. Oui, l'idéal, s'il y a un service de santé en interne ou le médecin du travail qui accepte de recevoir une urgence, très bien. À ce moment-là, c'est lui qui prend le relais. Ce qui peut être aussi utilisé, c'est d'appeler les pompiers ou le SAMU, où vous avez un médecin régulateur, où vous allez décrire les symptômes. Alors attention, parce qu'un train peut en cacher un autre, hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui s'est alcoolisé au moment d'un pot, qui fait une sorte de coma, et vous vous dites, oh, bon, il est juste en train de cuver, on va le laisser dormir, mais peut-être qu'il est en train de faire un autre malaise. Donc attention à cette responsabilité-là quand même, hein. C'est quand même… L'avantage d'appeler une tierce personne de type soit le SAMU, soit les pompiers, c'est que l'appel est enregistré. Donc en termes de responsabilité, you did the job. Vous avez fait le travail, donc il y a une traçabilité de la mise en action en termes de responsabilité. Sur le fait de discuter avec la personne, si elle est en état, ça peut être possible, mais ce que l'on conseille, c'est vraiment de ne pas discuter à chaud du problème si la personne est alcoolisée ou cannabisée, parce que effectivement, voilà, il vaut mieux ne pas… ça sert à rien de discuter dans le feu de l'action, parce que souvent la personne n'est plus capable de vous répondre et d'être cohérente. Et peut-être agressive. Et peut-être agressive, il vaut mieux attendre et faire un entretien de recadrage le lendemain. Voilà. Alors, sur les obligations de l'entreprise, donc effectivement, alors aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, en juillet 2014, il y a un décret qui modifie légèrement cette loi, qui dit qu'avec, en motivant la demande, on peut interdire complètement l'alcool. Donc, sur évidemment les postes à risque. Et puis, en motivant cela au niveau notamment de… je perds mes mots. Du but recherché. Oui, du but recherché, mais dans quel document? Dans le… Je me suis perdue. On doit notifier dans le règlement, enfin, quelqu'un va m'aider? RI. Oui, le règlement intérieur, tout à fait. Merci, Nicolas. Voilà. Mais en tout cas, on sent quand même que ça doit être motivé, hein. On ne fait pas tout à fait ce que l'on veut, hein. Voilà. Donc, seuls les postes hypersensibles peuvent être concernés. Donc, on en a parlé, la hiérarchie peut faire des contrôles toujours dans le règlement intérieur. Il faut que ce soit noté, il faut que ce soit cadré, hein. Ça ne se fait pas comme ça. Un matin, on se dit on va faire des tests, hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Et je redis que les tests, ça peut être intéressant, mais c'est quand même la sensibilisation qui est intéressante. Alors pourquoi? Parce que vous allez faire des tests à un moment
dans le temps, vous ne pourrez pas le faire tous les jours, alors que si vous sensibilisez l'ensemble du personnel, eh bien, il y aura plein de petits capteurs dans l'entreprise qui seront capables de parler de ça, de gérer une situation, notamment de former les managers à cela qui sont souvent bien embêtés avec le problème. Et de dédramatiser la prise en charge lorsque le problème surgit aussi. Alors, Charlène, tu peux nous redire jusqu'à quelle heure on peut vous parler? Donc là, ça va faire bientôt 1 heure, dans quelques minutes. Je pense qu'on peut encore se donner une petite quinzaine de minutes. D'accord. Est-ce que ça peut être bon pour vous? Oui, oui. On va On va aller assez vite et puis s'il y a d'autres questions, on vous répondra avec plaisir, soit dans le chat, soit plus tard si besoin. Alors, nous, ce que l'on conseille, c'est, si vous voulez travailler sur ces sujets, c'est constituer un groupe projet. Alors, ça peut être… Il y a différentes personnes qui peuvent porter ce groupe. Hein. Ça peut être les RH, ça peut être les QHSE, ça peut être le CSE, ça peut être le DP. Bon, ce qui compte, c'est que quelqu'un porte le projet. C'est former les managers aux situations difficiles parce que c'est quand même eux qui sont en première ligne. Hein. Ça, c'est clair. Hein. De même que les RH ou le CSE. Et faire une sensibilisation des salariés. Donc, c'est pas forcément… c'est important de sensibiliser tout le monde pour vraiment s'ancrer dans une démarche de culture de la prévention. C'est vraiment comme ça que ça marche le mieux. Les contenants ne sont pas du tout les mêmes dans les formations de managers et la sensibilisation des salariés, par exemple. Même si on parle de la même chose, les clés d'entrée ne sont pas les mêmes. Avec les managers, on va parler tout de suite des situations problèmes. Avec les salariés, on va rentrer par l'addiction au tabac, par exemple, pour ouvrir la porte et ne pas créer la situation anxiogène tout de suite. Donc, on a une petite question qui vient d'arriver. Est-ce qu'un travail de type prise en charge ou discussion a déjà été tenté en cas de troubles addictifs sur le lieu de travail? A-t-il été tenté avec un référent chez les IRP, donc CSE, CSSCT? Alors moi, je vois pas la question. Oui. Moi non plus, puis j'ai pas compris tout. Alors, c'est là. Hop. Si, mais on a je vais relire la question. Est-ce qu'un type de prise en charge ou discussion a déjà été tenté au cas de troubles addictifs sur le lieu de travail a-t-il été tenté? Alors, prise en charge, c'est prise en charge. Est-ce que Nicolas, tu peux préciser? Parce que prendre en charge… Pour nous, c'est thérapeutique. Voilà, prise en charge, c'est du soin. Donc, ça ne peut pas se faire sur le lieu de travail. Et là, c'est une autre personne qui va prendre en charge, non pas le manager, si on parle d'une prise en charge. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux dire ça. Alors, ce que l'on a pu voir au niveau du soin, c'est quand il y a un service de santé, oui, ça peut être discuté avec le service de santé et il peut y avoir du soin. Lorsque il y en a pas, ça peut se faire avec le médecin du travail, mais là, du coup, pas directement dans l'entreprise. Dans le chat, Nicolas précise « Je revenais sur le salarié potentiellement ivre sur le lieu de travail ». Alors, c'est le salarié qui est ivre. Et quelle est la prise en charge, c'est ça? Est-ce qu'un travail de type prise en charge? Alors, oui, il faut… C'est-à-dire une procédure interne en cas de prise en charge? C'est ça dont vous voulez parler? Est-ce qu'un CSE a déjà formé un référent pour discuter avec ce salarié? Est-ce qu'on peut former un CSE pour être référent, c'est ça? Pour ce type de problématique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Plus il y a de personnes qui sont sensibilisées, formées au sein de l'entreprise, que ce soit des managers, un membre du CSE, un membre du DP ou les RH, et meilleure la prise en charge sera. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un dans l'urgence. Oui, il y a quelqu'un qui peut être formé. C'est rarement une seule personne. Hein. C'est plutôt un groupe de personnes. Oui. D'accord. Sur le même principe c'est ça. que le référent. Exactement. Tout à fait. Ça, c'est faisable. Mais c'est quand même très important qu'on partage un langage commun, qu'un groupe de personnes parle exactement la même langue dans l'entreprise sur ces sujets-là. Parce que, comme on vient de le voir, il peut y avoir tellement d'interprétations que former un groupe de personnes, même si on a un référent interne,
ça permet d'avoir déjà des capteurs hein, pour repérer les signes d'alerte, mais aussi avoir un maximum de personnes qui sont habilitées à pouvoir prendre une décision dans l'urgence. Ce dont on s'aperçoit, nous, hein, pour revenir sur les situations, c'est que c'est quand même soit le CSE, soit les managers, soit les RH qui sont en première ligne là-dessus, et souvent, ils ne savent pas comment agir. C'est vraiment des situations qui sont très difficiles, très humaines, parce que la personne, elle peut être addicte, même si on ne pose pas de diagnostic, mais bon, on se dit, voilà, et en général, ce qu'on voit, c'est de dire, oui, non, mais le manager va masquer parce que la personne a des problèmes familiaux, donc surtout, on ne dit pas, ça va s'arranger, puis en fait, ça ne s'arrange pas. Hein. Alors, si on interdit les pots avec vin et bière dans l'entreprise, est-on en illégalité? Bah non. Non. Par contre, c'est le cadre qui est donné. Oui, ça pose la question aussi et on le voit chez nos clients, on ne va pas faire le pot de départ ou le pot de mariage dans l'entreprise, mais on va aller le faire au restaurant. La responsabilité de l'employeur est aussi engagée si c'est un pot d'entreprise organisé par l'entreprise sur un lieu qui n'est pas le lieu de l'entreprise. Oui, on nous pose la question, par exemple, avec le CSE ou le CE avant qui organisait quelque chose les mariages, voilà, en dehors de l'entreprise pour fêter la fin de l'année, etc., ou le début de la nouvelle. Mais effectivement, si ça se passe dans un autre lieu, mais que c'est le CSE qui fait donc partie de l'entreprise, la responsabilité reste la même. Est-ce que le harcèlement peut être une forme d'addiction? Oui, bien sûr. Oui. Pas systématiquement, mais ça peut en être une. Hein, oui. Alors, on va parler un petit peu rapidement des addictions comportementales, puisqu'on a déjà évoqué le sujet un petit peu avant. Dans les addictions comportementales, on peut avoir effectivement l'addiction au jeu, l'addiction au smartphone, les addictions au sport, l'addiction au travail, les addictions alimentaires, en suralimentation ou en sous-alimentation. Et concernant il n'y avait pas un petit test là par rapport à ça? Ah non, c'était sur le téléphone au volant. Concernant les addictions au jeu, on considère qu'il y a 47%, les études nous donnent ces chiffres-là, 47,8% de personnes qui jouent au moins une fois dans l'année, 10,9% qu'on appelle les joueurs réguliers qui jouent 52 fois par an, et seulement, heureusement d'ailleurs, 5% de joueurs compulsifs, excessifs dans les addictions comportementales au jeu. Alors, on l'a vu tout à l'heure, quels sont les risques en milieu professionnel du joueur addict? C'est bien sûr l'endettement. Il va être en avance sur sa paye ou demander des avances sur salaire régulièrement. Il peut être aussi dans le vol, hein, bien évidemment, dans les vestiaires ou auprès de ses collègues, parce qu'à un moment, il peut manquer d'argent. Il y a des joueurs célèbres qui se font interdire des casinos, hein, comme ça. On a vu aussi que le fait d'utiliser son téléphone pour vérifier les résultats d'un jeu de hasard, d'un jeu d'argent, peut exposer un manque de vigilance. Notamment dans les ateliers, dans les zones de passage d'engins, dans le levage de charges lourdes, et ça peut exposer à des risques pour la personne addicte, mais également pour ses collègues ou pour ses clients. Bien évidemment, tu vas plus vite que je ne parle, bien évidemment, une personne qui va, et nous avons eu le cas de personnes qui vont faire des réussites sur leur ordinateur, très souvent, ou des jeux de poker, sur leur temps de travail et pas sur leur temps de pause, va exposer la personne, bien évidemment, à un manque de productivité, à un manque de concentration, hein, surtout pour les jeux en ligne, et puis bien sûr à une dispersion mentale qui rend la personne beaucoup moins efficiente. Sur ces sujets-là, on a la possibilité, légalement maintenant, il y a des jurisprudences, à condition d'informer les personnes, de faire vérifier le temps passé sur des jeux
sur le poste de travail en entreprise avec le service informatique, à condition que les personnes dans l'entreprise soient informées de cette mesure-là. Mais on peut confondre les personnes sur le temps de travail et sur le temps qu'ils peuvent avoir passé sur des jeux, sur leur temps de travail. On a parlé tout à l'heure d'exclusion du groupe des non-joueurs. Ça, c'est quelque chose qui est très prégnant sur le lien social et qu'on a constaté aussi, nous, en entreprise. Peut-on interdire l'usage du téléphone privé sur le poste? Oui. Alors, l'interdiction du téléphone même dans l'entreprise est une privation du droit personnel. Par contre, le règlement intérieur peut, lui, interdire l'usage du téléphone. Mais de même, dans les écoles, d'ailleurs, il y a eu déjà des jurisprudences, mais sur le poste de travail, il y a des cas, bien évidemment, sur des métiers particulièrement demandant une attention particulière. Je pense notamment les services de soins, notamment tout ce qui est infirmière au bloc, hein, par exemple, ou utilisation d'engins ou de matières chimiques. Mais dans l'absolu, le législateur dit qu'on n'a pas le droit de priver une personne d'un effet personnel. Sauf si c'est un couteau, hein, bien évidemment, dans un avion. Mais par contre, le téléphone, on ne peut pas priver la personne du téléphone, mais on peut réglementer son usage en entreprise et cela se fait par le règlement intérieur. Un petit sondage sur le téléphone au volant. Le troisième sondage est ouvert. À vos votes. Sur la gauche. À 50 km/h, combien de mètres supplémentaires vous faut-il pour freiner en utilisant votre téléphone? Donc la majorité répondrait 50 mètres. 30 à 50 mètres. Oui. Un petit peu au-dessous. C'est 30 mètres. 30 mètres, c'est la distance que vous parcourez à 50 km/h en 2 secondes. Et lorsque vous utilisez un téléphone portable au volant, vous augmentez de 1 seconde le temps moyen de réaction. Le temps moyen de réaction au volant pour prendre une décision est de 1 seconde. Et si vous êtes en train de consulter votre message, vous montez ce temps à 2 secondes, soit 30 mètres si vous êtes à 50 km/h. Le téléphone au volant, c'est la 4e cause d'accident sur la route. Et le téléphone portable provoque 1 mort sur 10 sur les accidents sur la route. Oui. Alors, je voudrais venir un petit peu sur les addictions digitales avec ces chiffres qui sont parlants d'eux-mêmes. On passe en moyenne 6 heures par jour à consulter nos mails. C'est la moyenne. Alors, ces chiffres sont bien avant le Covid. Hein. Oui. Donc, je pense que... Ce sont des études qui ont été faites sur une population française. On a dû les exploser, là. Oui, on a dû les exploser. C'était fait il y a 2 ans. On n'a pas d'études plus récentes. Est-ce qu'on a une question? J'ai entendu... Alors... on peut réduire les privés. Et post-Covid, vous pensez qu'on passe à combien? J'ai pas lu les statistiques, j'en ai pas lu encore là-dessus, mais la prochaine fois, je me documenterai parce qu'effectivement, on va bientôt avoir quelque chose. On augmente considérablement aussi le risque de chute lors des déplacements à pied. Oui, on va voir dans quelques instants quelques risques. Bon, là, ce qui est assez amusant, c'est qu'au lit, on a quand même 50%. En vacances, ça pose le problème de la porosité vie privée, vie professionnelle quand le téléphone est utilisé pour regarder des informations concernant l'entreprise, en conduisant 18%. Voilà. Donc, je voudrais revenir assez rapidement sur les risques de l'utilisation abusive du téléphone, de tous les outils connectés. Hein, ça peut être l'ordinateur, la tablette ou le téléphone. Il y a plusieurs risques qui ont été identifiés depuis quelques années, notamment les risques physiques, les risques psychiques et les risques sociaux. Parmi les risques physiques,
On pense déjà, il y a de nombreuses études, des études anatomiques qui ont permis déjà de donner quelques perspectives sur ce à quoi ressembleront les pouces des prochaines générations. Ça va vous faire sourire, mais des études très sérieuses ont commencé à repérer la déformation, ou du moins une nouvelle anatomie des pouces dans quelques années au fil des générations. On connaît plus facilement, bien évidemment, tous les risques de TMS avec, pour l'ordinateur, les mauvaises postures, particulièrement d'ailleurs pendant le télétravail, puisqu'on n'avait pas, tout le monde n'a pas d'outils ergonomiques pour télétravailler, je pense aux chaises particulièrement. Donc les postures qui vont exposer les épaules, le dos, les coudes, la main, le poignet, les chevilles et les pieds. Je ne parlerai pas des ondes électromagnétiques, mais les troubles de la vue commencent à être déjà prégnants chez les jeunes générations, notamment sur l'utilisation des téléphones pour regarder les séries. Netflix est de plus en plus regardé sur tablette et sur téléphone portable, bien plus que sur un branchement d'ordinateur et de télévision. Et donc, effectivement, la focale, et moi j'en ai déjà discuté avec des ophtalmos, la focale d'utilisation du regard sur un écran extrêmement petit va prédisposer les jeunes générations à des troubles de la vue dans quelques années. Les risques intellectuels, le multitasking, c'est ce que j'appelle l'homme orchestre, c'est-à-dire on l'a un peu tous vécu, on est en train de travailler sur son ordinateur, on a une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir avec le message d'un tel, on a plusieurs fenêtres d'information qui sont ouvertes. Dans plusieurs générations, on peut aussi avoir un film qui est en train de fonctionner, donc on a un regard sur le film, et puis on va en même temps écouter de la musique. Donc c'est ce que j'appelle l'homme orchestre. Le multitasking, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une information qui va prédisposer les personnes à être tout le temps sur leur téléphone. Avez-vous des chiffres également sur le risque de syphose sur les jeunes, à contrario des scolioses des enfants des années 80. Oui, il y a beaucoup d'études, oui, il y a beaucoup d'études là-dessus sur les modifications aussi qui vont être génétiques, bien évidemment, puisqu'on va transmettre des caractéristiques génétiques et morphologiques. Il y a énormément d'études là-dessus. Alors, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites prospectives sur les années qui viennent. Je voudrais arriver aussi à la nomophobie. Il y a un très fort pourcentage de personnes, je crois que c'est plus de 50%, qui préféraient perdre leur valise dans un hall de gare plutôt que de perdre leur téléphone. Nomophobie, c'est no mobile phone phobie, la peur de perdre son téléphone comme une espèce de partie intégrante de sa personnalité. Le TDA, c'est quelque chose qui est de plus en plus soigné actuellement. C'est le trouble de l'attention. On parle beaucoup de TDA chez les jeunes, on voit ça dans les écoles maintenant, mais dans l'entreprise aussi, on commence à voir beaucoup de troubles de la concentration, notamment chez des personnes qui travaillent beaucoup sur ordinateur. Et puis le COS, c'est le syndrome de surcharge du disque dur. C'est le syndrome de ce qu'on appelle aussi l'infobésité. C'est cette surcharge d'informations qu'on peut avoir parce qu'aujourd'hui, quand on a un ordinateur et quand on est addict aux moyens digitaux, on peut avoir des sources d'informations qui sont vastes et qui vont exposer le cerveau à une surcharge, une surchauffe. On le voit bien d'ailleurs sur cette image, la surchauffe cérébrale. Donc, c'est le syndrome du disque dur qui est plein et qui va faire dysfonctionner les personnes, notamment dans leur capacité de décision, de créativité. Et puis, les derniers risques, il y a les risques, on a parlé donc des risques physiques, des risques psychologiques, physiologiques et les risques intellectuels. Donc, les risques intellectuels, lorsqu'on est dans le multitasking, le fait de faire plusieurs choses en même temps, ça peut être des rythmes de travail découpés. Le temps de travail va être doublé parce qu'on commence beaucoup de choses, mais
on ne gère pas la principale tâche sur laquelle on doit être mobilisé. La déconcentration liée aux coupures répétées qui intègre le fait de devoir se reconcentrer lorsqu'on a été interrompu. Le fonctionnement réactif, ça c'est quelque chose qui peut être très nocif sur les moyens de communiquer en entreprise. On prend l'habitude maintenant de s'envoyer un message alors qu'il suffirait d'aller dans le bureau d'à côté. Et ce qui crée une impatience chronique nocive, c'est-à-dire que la réponse immédiate est demandée systématiquement comme une injonction quand on envoie un mail. Ça pose aussi la question pour les managers, et ça on le voit souvent en entreprise, ceux qui aiment travailler à cet art, de l'injonction de réponse des salariés. Si vous êtes un manager qui aime travailler le samedi soir à 22h, pourquoi pas? Attention lorsque vous envoyez des mails à vos collaborateurs, de bien mettre dans le mail pour vous prémunir de la responsabilité par rapport à la loi de la déconnexion, du droit à la déconnexion. Veillez bien à mettre que la personne n'est pas tenue de répondre à votre question ou à ce que vous lui demandez ou exposez en dehors de ses heures de travail. Vous vous exposez sinon à la requalification des heures que la personne aura passées dans son temps de congé à répondre à votre question en heures supplémentaires. Et là, il y a beaucoup de jurisprudence à ce niveau-là. C'est la loi, le droit à la déconnexion, la loi Myriam El Khomri. Annie-Caroline, oui. Je me permets juste de te préciser que ça fait à peu près 1h15 qu'on a commencé le webinaire. Et voilà, donc, c'est pour moi, les risques sociaux. Parfait, très bon timing. Donc, les risques sociaux, eh bien, l'utilisation abusive des outils connectés qui pourrait s'apparenter à une addiction expose à une porosité vie pro, vie perso, une dégradation du climat familial, un non-respect des plages de repos, avec une consommation, et la boucle est bouclée, une consommation excessive de produits, puisqu'on a commencé par les addictions aux produits, comme le fait d'ingérer plus facilement des médicaments, d'avoir recours au tabac ou autres psychotropes pour se maintenir en forme. C'est notre dernière diapo. Oui, alors voilà, on va décrocher sans couper. Pour décrocher sans couper, et ça peut faire peut-être l'objet d'une autre réunion. Il faut effectivement penser à bien savoir gérer ses ressources, vérifier les flux de mails en rapport avec la responsabilité du manager et le droit à la déconnexion, voir quelles sont les ressources techniques qui sont à notre disposition et bien sûr éduquer ses clients si on utilise et on donne un téléphone personnel et un numéro personnel. Alors là, si vous avez simplement quelques livres et des liens avec les chiffres, donc ça, vous aurez ces informations dans le PDF qu'on pourra vous envoyer sur si vous voulez aller un peu plus loin. Et c'est des bouquins assez intéressants. Eh bien, merci. Merci, au revoir, Lorella. Merci de votre participation. Voilà. Merci Sylvie. Merci Annie-Caroline. Quelques questions encore, mais vous savez où nous trouver. Vous pouvez simplement nous écrire, nous appeler. On sera ravis de répondre à vos questions. Merci de votre participation. Merci à tous et comme annoncé, donc vous aurez le PDF après cette présentation de la présentation actuelle. Voilà, donc merci à tous pour vos questions et vos participations. Merci beaucoup Annie-Caroline et Sylvie, c'était vraiment un plaisir et il y a encore pas mal de sujets que ça soulève. Plaisir partagé. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.